voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Chers auditeurs, auditrices de la radio des sans-voix, bienvenue à l'émission Les valeurs humaines. Qui détient l'information détient le pouvoir, dit-on. Cette expression révèle au grand jour l'importance que l'on accorde à l'information aujourd'hui. La Journée internationale de l'accès universel à l'information a été adoptée par l'UNESCO lors de sa 197e session de son Conseil exécutif en France en 2015. Ainsi, chaque année, en date du 28 septembre, cette journée marque la célébration de la promotion du droit d'accès à l'information en vue d'attirer l'attention des gouvernants et des citoyens sur la centralité et l'importance de l'accès à l'information qui apparaît indéniablement comme un droit fondamental de l'homme. Commémoré autour du slogan « Accès à l'information, sauver des vies, bâtir la confiance, apporter l'espoir », l'événement contribuera à l'échange de bonnes pratiques et de lignes directrices sur le droit d'accès à l'information. Il mettra en évidence le rôle clé de l'accès à l'information pour sauver des vies et atténuer l'impact de crises telles que la pandémie actuelle, ainsi que pour élaborer des politiques durables. Nous avons donc contacté M. Benfoudil Mustafa, journaliste et écrivain algérien, pour parler du droit d'accès à l'information en Algérie. Alors, Anna Mustafa Benfoudil, je suis journaliste à El Watan depuis 2007. Et avant cela, j'ai travaillé au Soir d'Algérie de 94 à 98 et ensuite j'ai travaillé à Liberté pendant 8 ans, de 98 à 2006. Donc, moi, les principaux journaux dans lesquels j'ai travaillé et par ailleurs, j'écris des romans, du théâtre, de la poésie, des essais. Donc j'ai, on va dire, un pied dans la littérature aussi. Très bien. Monsieur Benfoudil, le droit d'accès à l'information, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? En fait, c'est d'abord de sacraliser le principe du droit à l'information. C'est-à-dire l'idée que dans les droits humains, il y a le droit à la santé, le droit à, bien sûr, les droits humains, enfin, qu'on connaît les droits à l'expression, la liberté d'opinion, la liberté de conscience, la liberté de manifestation, toutes ces libertés-là, et tous ces droits, les droits afférents qu'on connaît. Il y a un nouveau droit qui est, on va dire, très très lié à l'expérience démocratique, qui est le droit à l'information. Et le droit à l'information, en fait, c'est ce qui fait que nous soyons membres d'une même famille, c'est-à-dire d'une même communauté, que nous soyons attentifs les uns aux autres, que nous partageons un même destin. Et c'est aussi un moyen de contrôle de l'action publique. C'est-à-dire un citoyen informé, c'est un citoyen donc qui a, on va dire, un moyen de savoir ce qui se fait en son nom, c'est-à-dire les décisions prises par les pouvoirs publics, par les autorités. Et c'est donc un gage de transparence. Quand il n'y a pas d'information, ça veut dire qu'il y a une opacité. Et ça veut dire que c'est la voie royale, justement, vers la corruption, vers, on va dire, le détournement de la souveraineté. Parce que la souveraineté, c'est quoi si on ne se sent pas concerné, si on ne se sent pas... c'est-à-dire si on ne partage pas un même destin, si on ne partage pas un même vécu. Et c'est l'information qui permet d'asseoir et d'ancrer ce sentiment d'appartenir à un même territoire, à un même pays, à une même nation. Et c'est pour toutes ces raisons-là que le droit à l'information est un droit fondamental. Et comment on fait pour demander une information publique? En fait, l'information, il y a deux types. On dit toujours qu'il y a l'information qui vient vers le journaliste et l'information qui part du journaliste. Pour résumer, c'est juste une image. C'est-à-dire, on a tendance à dire que tout ce qui vient vers le journaliste, c'est de la communication. Et tout ce qui part du journaliste, c'est ça la réalité de l'information. C'est-à-dire si le journaliste lui-même devient créateur et non pas juste un récepteur. C'est-à-dire que c'est lui-même qui va fabriquer, qui va être un peu aux avant-gardes, aux avant-postes, qui va provoquer parfois les choses, qui va secouer, qui va interpeller. Donc, en fait, l'information, ce n'est pas juste les événements dans leur brutalité,
c'est aussi la manière dont on les narre, dont on les met en forme, dont on les met en récit. Et c'est ça aussi qui aide, qui participe à la fabrication du sens. Donc, c'est quelque chose, en fait, qui est très dynamique. Et un journaliste qui est, on va dire, dans une posture passive, forcément, il va subir les événements. Et il va être au mieux juste une caisse de résonance et au pire un alibi ou un complice. Moi, dans mon idée, l'information et par extension le journalisme, c'est quelque chose qui n'est pas neutre. Loin s'en faut, c'est quelque chose qui participe aussi d'un parti pris, d'une vision du monde. Et donc, forcément, c'est quelque chose qui amène aussi à la notion d'engagement. C'est-à-dire que moi, dans mon travail, je ne suis pas juste là à subir. D'ailleurs, j'ai pour habitude de dire je ne suis pas un dictaphone, c'est-à-dire je ne sais pas qu'enregistrer le réel. Mais on essaie aussi d'agir sur le réel. Parce que nous sommes, qu'on le veuille ou non, des acteurs. D'ailleurs, le régime lui-même ne cesse de nous prêter l'intention de vouloir orienter, de vouloir susciter des réactions. Et bien sûr, cette vision qu'on a du journaliste, qui est d'ailleurs souvent polémique, qui n'est jamais en fait unanime, elle signifie de facto que le journaliste est un acteur plein de la société. Ce n'est pas juste, on va dire, un enregistreur. Et partant de là, à titre personnel, je considère que un journaliste est quelque part un militant, même si ça dérange cette notion de journaliste militant. Mais moi, je ne peux pas m'empêcher d'avoir de l'empathie pour mes concitoyens qui souffrent. Je ne peux pas m'empêcher d'avoir de l'empathie, de prouver de la solidarité pour toutes les injustices que subissent nos compatriotes. Et je ne peux pas rester les bras croisés en voyant l'hagra, en voyant des arrestations arbitraires, en voyant le démantèlement de l'appareil économique, en voyant les agressions que subit le peuple palestinien ou le peuple sahraoui, ou les menées de l'impérialisme contre l'Irak, par exemple, parce que moi j'ai couvert la guerre en Irak et j'ai l'Irak parce que j'ai vu il y avait une grosse supercherie avec l'histoire des armes de destruction massive. Donc ces questions-là, je ne peux pas les aborder en étant neutre. Donc la notion d'objectivité qu'on n'arrête pas de claironner, c'est une notion très relative. C'est une notion, pour moi, qui est assez... c'est un concept piégé. C'est-à-dire, la seule objectivité que je reconnais, c'est l'emplacement de la caméra. C'est l'idée que le lecteur, ou l'auditeur, ou le téléspectateur sache où se trouve la caméra, c'est-à-dire sache de quel point de vue on parle. Mais pour le reste, je revendique la liberté d'être partie prenante du réel. Voilà. Monsieur Benfodil, la journée internationale d'accès à l'information de cette année 2020, la thématique de cette année se porte sur accès à l'information, sauver des vies, bâtir la confiance et apporter l'espoir. À propos de cela, quelle est l'importance du droit d'accès à l'information en temps des crises sanitaires et de pandémie? Alors, l'accès à l'information suppose l'accès aux sources. C'est-à-dire, on a dans la société, on a des acteurs. Et on a beaucoup d'acteurs institutionnels qui pratiquent malheureusement la rétention de l'information. C'est-à-dire que, dans le cas de la pandémie, c'est vrai qu'il y a ces points de presse réguliers du docteur Fouad, c'est une très bonne chose de tenir l'opinion informée. On reçoit tous les jours des bilans qui sont du public. Parfois, l'opinion publique émet des doutes, on va dire, sur la véracité des chiffres. Est-ce que c'est vrai, nous sommes à 155, je sais pas combien, mais il y a une décrue qui parfois suscite, une espèce de suspicion. Mais au-delà de ça, l'information, par exemple, sur la pandémie, c'est un élément central de la stratégie de lutte contre le Covid. Mais ça, c'est peut-être une exception. C'est-à-dire, dans le dispositif général de la gestion de l'information, malheureusement, il y a une très grande opacité, il y a un manque de coopération sur plein de sujets des autorités sur
sur l'information. Donc c'est l'accès aux sources pour nous. Je considère qu'en Algérie, il est encore extrêmement bureaucratisé. C'est-à-dire on doit faire des démarches, on doit appeler, on passe notre temps à essayer d'avoir des rendez-vous. Et malheureusement, c'est souvent, ça bute à un refus. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours... Suite à ça, je vais aller vous demander, qu'en est-il du droit d'accès à l'information en Algérie? Justement, c'est le problème. Et dans cette relation parfois qui est presque de l'ordre de l'inimitié. C'est-à-dire, on regarde la presse avec suspicion, on se dit, les journalistes, c'est des fouineurs, ils vont toujours essayer de chercher des coups dans la tête. Donc, on essaye toujours de les tenir à l'écart, alors que on sait d'expérience que cette stratégie n'est pas du tout payante, parce que au final, il y a un grand perdant qui est le citoyen, parce que c'est lui qui a privé de l'information, et puis même pour l'image des autorités, pour l'image des pouvoirs publics, leur récit, en guillemets, leur version ne sera pas entendue. Donc, si on n'a qu'un seul point de vue, forcément, on va continuer à baigner dans l'opacité. Donc, si je prends juste, par exemple, l'affaire de Majid Selini, c'est-à-dire qui a suscité la réaction des avocats, il y a eu, on va dire, beaucoup de retard dans les clarifications apportées sur ce qui s'est passé et pourquoi la Cour d'Alger a réagi de cette manière vis-à-vis des bâtonniers Selini. Et du coup, entre-temps, il y a eu... à juste titre d'ailleurs, une très très vive réaction des avocats qui estiment que le droit de la défense est bafoué, qu'il n'y a pas de procès équitable. Mais tout ça parce que les autorités judiciaires, disons, ne jugent pas utile peut-être sur le moment de réagir, de clarifier les choses. Et ça amène justement, ça nourrit un peu ce climat de tension. Et au-delà de ça, bien sûr, il y a énormément d'affaires dans lesquels on peine à avoir les clarifications nécessaires qui permettent d'apaiser les esprits, qui permettent de ramener justement, d'instaurer de la confiance, comme vous le dites, avec la société. Comment qualifiez-vous la loi organique sur l'information de 2012 en Algérie? Ce qui s'est passé en 2012, c'était le résultat d'une séquence marqué par ce qu'on a appelé les printemps arabes. Je rappelle que juste avant, il y a eu des soulèvements en Tunisie, en Égypte. Après, il y a eu les événements qui se sont produits en Libye, en Syrie. Donc, c'est dans ce contexte-là que le régime, à l'époque, a été obligé, on va dire, d'ouvrir contraint et forcé. Ce n'était pas son intention. Et c'est ce qui a ramené cette timide ouverture de l'audiovisuel, mais qui reste extrêmement étrange. C'est le paysage audiovisuel, il est assez, il n'est pas très très clair. En tout cas, dans la dispositif légal qui régit ce secteur, il n'y a pas encore de véritables entreprises de télévision avec de droit algérien qui soient c'est-à-dire dans leur statut, on va dire, dans leur fonctionnement, qui soit dans la clarté. Donc à chaque fois, on rappelle que c'est des télé offshore, qu'elles ont besoin d'une accréditation, etc. Donc c'est un paysage encore qui est assez flou. Et donc je dirais que l'intention au départ n'était pas vraiment d'aller vers une loi de l'information qui soit dans l'esprit que nous voulons, c'est-à-dire qui consacre vraiment la liberté de la presse et la liberté d'informer, mais il y a toujours une arrière-pensée autoritaire pour contrôler le secteur. Monsieur Belfodel, en tant que journaliste ou écrivain, que signifie pour vous la Journée mondiale d'accès à l'information? Enfin, honnêtement, je ne suis pas très porté sur les célébrations. C'est-à-dire, le mérite de ces journées-là, c'est surtout de rappeler. C'est-à-dire, c'est plus une manière de marquer le coup, peut-être de souligner l'importance de tel sujet. Donc, l'idéal, ce serait vraiment que ces journées-là soient accompagnées peut-être de
de débat public ou d'action envers, par exemple, les élèves dans les écoles. Bon, c'est pas le cas aujourd'hui parce qu'on sait que les écoles n'ont pas repris. Mais je veux dire, c'est important, en tout cas, de se saisir de ces occasions-là pour rappeler l'importance de ces droits qui sont souvent oubliés et bafoués. Donc, cette journée, je dirais, c'est une journée qui doit rappeler que l'information aujourd'hui est en danger, que le métier de journaliste est en danger, que nous avons un journaliste qui s'appelle Khaled Brani qui est en prison, condamné à 2 ans de prison de façon tout à fait arbitraire, qu'il y a un journaliste qui s'appelle Abdelkarim Zrilis qui est en prison à Constantine, quand nous avons un autre confrère qui s'appelle Abdelhayat Samir qui est en prison, c'est ça, que nous avons des sites électroniques qui sont empêchés, qui sont bloqués en Algérie, nous avons des médias entiers qui n'arrivent pas à développer un modèle économique sécurisant. Donc le modèle économique dominant, ça reste toujours ce modèle qui dépend en grande partie de la publicité publique. Et on reste donc fortement tributaire de ce schéma-là où les médias en Algérie sont dans une extrême fragilité. Donc je dirais, pour conclure, que nous vivons la fin d'un cycle. Nous allons célébrer dans quelques jours nous allons commémorer les émeutes d'octobre 88. En gros, ce que nous avons, c'est le produit de la révolte d'octobre. Mais si on fait le bilan, on va se rendre compte que même si en apparence, de façon formelle, on a vu l'émergence d'autres titres, d'autres médias, mais sur le plan des libertés proprement dites, hormis la loi de 1990 qui a été promulguée sous Hamrouche, qui a permis une première ouverture dans le champ médiatique, au jour d'aujourd'hui, quand on fait le bilan, on se rend compte que ce qu'on a appelé l'aventure intellectuelle est en train vraiment de péricliter, et ça, c'est profondément inquiétant. Donc, le métier reste totalement à réinventer. La corporation est appelée à réfléchir à des formes d'action collective pour pouvoir peser sur la décision, pour pouvoir s'émanciper réellement, pour pouvoir consacrer définitivement la liberté de la presse et la liberté d'informer. Un dernier mot, Monsieur Belfodel? D'abord, vous remercier pour cette attention, et puis Khaled Brani Sahafi Har. Voilà mon dernier mot. Merci, Monsieur Belfodel, d'avoir tenu cet entretien avec nous. Merci beaucoup à vous. Merci et bon courage pour la suite. C'est la fin de notre émission. Merci de nous avoir écoutés et je vous dis à bientôt pour un autre numéro.